Aujourd'hui, c'est un gratte-ciel sur l'intimidation. Puis ça ne sera pas drôle, mais ça sera différent. J'ai fait un projet avec les élèves de l'école La Fontaine de Niguac, des élèves de 11e et 12e année, des jeunes gens extraordinaires. On avait à travailler l'intimidation, mais sous toutes sortes de formes. On l'examinait, on essayait de trouver des solutions, on se parlait franchement, on se disait les choses qui ne se disent pas habituellement dans les écoles, mais on voulait aller plus loin que ce qui se fait d'habitude. On a fait à la fin de notre projet une genre de soirée où c'est qu'on a raconté des intimidations avec les gens qui ont bien accepté de nous donner des histoires. Puis celle-ci, je la trouve très importante parce qu'on entend toutes ces histoires d'intimidation-là qui sont dures à entendre, qui finissent mal, mais celle-ci, elle a une belle fin. Je la tiens à cœur parce que c'est avec l'aide des étudiants que je l'ai écrit, puis il y a une bonne amie à moi qui m'a donné un coup de main à l'écrire, puis je trouve qu'on a fait une belle histoire. Puis je vous partage ça. Mais je vous le dis tout de suite, là, ça fait comme 15 fois que j'écoute. Là, j'essaie de la lire. Puis j'ai de la difficulté parce que ça vient me chercher. Moi, je suis un conteur qui aime de raconter des histoires à l'oralité. J'écris rien. Puis aujourd'hui, je comprends que l'écriture, ben, ça reste. Puis c'est plus difficile. Moi, je trouve ça plus difficile. Je vous lis ça tout de suite. Depuis toujours, je vis dans une carapace que je me suis construite. Je me suis fermé, je me suis coupé des autres. J'ai arrêté de m'exprimer. Le 13 octobre 2012, j'ai décidé que ça changerait. J'ai abandonné l'école. J'étais tout simplement plus capable de vivre dans cette réalité-là, ça ne pouvait plus continuer. Durant tout mon séjour à l'école, on m'a fait de la peine. En me traitant de grosse, on me disait que je ressemblais à un gars. Puis quand j'en avais assez, que ma frustration débordait, je réagissais pour me défendre, puis on me faisait passer pour la méchante, puis c'était moi qui étais puni. Combien de fois j'ai entendu dire que j'étais la seule responsable de mes malheurs? Dites-moi donc, qu'est-ce qui voudrait volontairement se faire du mal? Il n'y a personne qui aime de pleurer à tous les jours. Il y a des fois que je pleurais tellement que je pensais qu'il ne me resterait plus de larmes. Ça semble pas humain, une vie avec tant de souffrances refoulées, mais c'est pourtant ce qui m'est arrivé. Quand je pense à ma vie, une rage remonte en moi. J'ai été abandonné, mise de côté, battu, abusé de bien des façons. Replié sur moi-même, j'ai fini par être violé. Je me suis dit, qui voudrait bien entendre une histoire aussi dégueulasse que celle-là? C'est pas facile à raconter, mon histoire. Mais aujourd'hui, je sors du silence. Je brise ma carapace. Je veux faire tout en mon possible pour que ça n'arrive pas à d'autres. Quand j'ai décidé de raconter mon histoire, une question m'est venue à l'idée tout de suite. Est-ce que cette fois-ci, ils me croiront? Parce que personne ne m'avait pris au sérieux quand j'essayais d'en parler dans le passé. Ben tant pis. Aujourd'hui, je parlerai des mêmes difficultés que celles que j'ai tenté de dénoncer dans le passé. Mais aujourd'hui, avec une différence. J'ai grandi. J'ai plus confiance en moi, puis j'assure complètement mes décisions. Alors, quelques jours passés, j'ai commencé à vous écrire mon histoire. J'avais pas de mots. C'est pas évident de faire rentrer l'enfer dans des feuilles blanches. Je commence mon histoire au tout début. Quand ma mère est tombée enceinte de moi, mon père avait déjà eu de nombreux autres enfants avec des femmes différentes. C'est ironique pareil de me sentir seul au monde puis d'avoir 14 frères et sœurs quelque part alentour de moi. Ma mère, elle ne voulait pas. Je n'étais pas dans ses plans. À bien y penser aujourd'hui, je crois que dès qu'un petit cœur de fœtus se met à battre, il peut ressentir l'amour de sa mère. Ben dans mon cas, je crois que j'ai ressenti l'absence de l'amour de ma mère. Elle ne m'a jamais voulu. Pendant qu'elle me portait, elle continuait à consommer de l'alcool, des drogues de toutes sortes. Ça veut dire que dès mes débuts, elle ne prenait pas soin de moi. Pendant qu'elle était enceinte, je ne pense pas qu'elle se frottait la bédaine puis qu'elle chantait des berceuses. Je n'étais pas attendu. Je n'étais pas voulu. Je ne sais pas quoi ce que ça m'a fait puis quoi ça continue à me faire en dedans, mais j'ai comme une rage.
Tu sais que la vie, ça vaut pas cher quand la personne qui la crée ne veut même pas la créer. Ça vaut pas cher une erreur de parcours. Je valais tellement rien pour ma mère qu'elle m'a donné. J'avais seulement 4 jours. J'ai grandi dans une famille adoptive. Mes parents adoptifs voulaient des enfants puis ils réussissaient pas, ben, ils ont choisi l'adoption. Un jour que j'étais encore un petit enfant, ma mère adoptive est tombée enceinte. À l'époque, je ne savais pas que c'était ma mère. Que c'était pas ma mère naturelle. On ne me l'avait pas dit. C'est dur de dire à un enfant qui est adopté. Mais l'attitude de mes parents envers l'autre enfant, moi, ça me faisait sentir moins important. J'avais le sentiment d'être mis de côté encore une fois. On m'abandonnait. Je ne comprenais pas, mais je savais que je n'étais pas comme les autres. Je ne comprenais pas, mais je le ressentais. C'était comme un frisson me part en dedans. Ce sentiment-là que je ne comprenais pas, il était sur moi. Je ne pouvais même pas le reconnaître. Je ne pouvais pas l'exprimer, je ne pouvais pas m'en protéger. Il a fallu que j'apprenne à vivre avec. Je devais me débrouiller avec ce poids-là sur le cœur. J'avais hâte de commencer l'école. Je me disais que j'allais avoir des amis à qui me confier, à qui poser des questions qui me trottaient dans la tête. Je voulais m'exprimer, j'avais plein de choses à dire à propos de moi, ma famille, mes parents, comme toutes les autres. Mais c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Des enfants sont mis à rire de moi, à me crier des noms méchants. Des enfants m'ont traité comme si j'étais un objet, une bête sans sentiment. Comme si que les larmes qui coulaient sur mes joues, c'était pas des vrais. J'avais, puis j'ai encore un physique assez robuste. Mais en dedans, j'étais seulement une petite fille. Avec plein de rêves. Plein d'ambitions de toutes sortes. J'ai jamais eu la chance de les partager. J'avais pas d'amis. Personne qui voulait se tenir proche de moi parce qu'il avait peur de se faire insulter eux aussi. J'ai commencé à me concentrer pour empêcher les larmes de couler. Je faisais comme si j'entendais pas les insultes. Ils vont arrêter, qu'ils me disaient. Ils n'ont jamais arrêté. Du moins pas dans ma tête. Quand j'étais tout petit, j'avais tellement de questions que j'aurais aimé de poser à quelqu'un de mon âge. Mais j'ai pas eu d'amis assez longtemps pour être capable de me confier. Toutes mes questions sont restées là sans réponse. Je sais pas si c'est comme ça pour vous autres, mais moi, j'ai pas de souvenirs heureux. C'est-tu normal? Je me souviens pas exactement quand je l'ai su, mais je l'ai su de mes cousins, que j'avais été adopté. Je pense que ma mère me l'avait dit, mais je m'en souvenais plus. Au début, je voulais pas les croire. Je pensais que c'était des foleries qu'ils inventaient. Mais après ça, ma mère m'a dit que c'était vrai. C'est comme si on m'avait planté une pensée dans la tête, puis que cette pensée-là revenait tous les jours depuis ce temps-là. Je n'étais pas voulu dans ce monde. À ce moment-là, je ne voulais plus parler à ma mère. C'était pas ma vraie mère de toute façon. Je ne sais pas combien de temps que ça a duré. J'étais vraiment fâché contre elle. Cette année-là, à l'école, ça n'allait pas bien. J'avais besoin souvent d'aide. J'avais pas des parents qui s'impliquaient dans mes études. Alors aujourd'hui, je comprends que tous ces mélanges-là dans la tête, puis les frustrations, ça m'empêchait d'être appliqué puis attentif en classe. Puis j'avais besoin d'encadrement, je crois. J'étais souvent laissé à moi-même, puis je prenais pas les bons choix. Ils ont décidé de me faire doubler la deuxième année. Un autre claque d'en face. J'étais encore différent, pas à la hauteur, mise de côté. J'aurais donc voulu être une petite fille comme les autres. Je grandissais, puis l'intimidation faisait partie de ma vie. Les insultes n'ont jamais arrêté à l'école. Dans les corridors, dans la cour de récré, dans l'autobus. Moi, je devenais de plus en plus agressif, de plus en plus révolté. À l'école, on n'a pas su m'aider vraiment. J'ai été puni puis pointé du doigt. Mais j'avais plutôt besoin d'être épaulé, d'être valorisé, au moins écouté. À l'âge de 11 ans, j'ai commencé à consommer de la drogue. Je pouvais la trouver facilement à l'école, ou partout dans mon entourage. J'avais rien que les autres filles avaient pour se valoriser.
leur féminité, leur talent, ou simplement l'amour de leurs proches. La drogue, c'était ma façon de prendre ma place, de m'affirmer. C'était ma façon d'être quelqu'un. J'ai toujours été différente des autres filles. Depuis tout le temps, on m'a imposé de porter l'étiquette d'une fille exclue, d'une fille dure, coriace et marginale. Eh bien, je me suis identifié de plus en plus à cette étiquette-là. Peu à peu, je suis devenu pas ce que je voulais être, mais ce que la vie faisait de moi. À l'âge de 12 ans, un gars 2 fois mon âge m'a convaincu d'avoir des rapports sexuels avec lui. Ça a duré pendant 2 ans. J'étais ensorcelé. J'avais pas la maturité pour consentir à des relations sexuelles à un aussi jeune âge, mais il m'avait convaincu que c'était correct, que c'était ce que je devais faire pour plaire. J'ai participé librement à ces jeux sexuels, mais aujourd'hui je le sais que c'était du viol. J'étais encore une petite fille. À bien y penser, je réalise que c'était normal d'avoir des difficultés à l'école. C'était évident que je ne cadrais pas dans la réalité d'une fille de mon âge. J'avais 12 ans puis je vivais des choses d'adulte. Je ne pouvais pas m'appliquer à l'école. J'étais constamment tourmenté dans cette vie-là. J'étais possédé. J'étais prise dans un tourbillon. Ma conscience balançait entre ce qui était bien et ce qui était mal. Je me coupais sur les bras avec des lames de rasoir. En faisant mal à mon corps, j'oubliais le mal que j'avais dans le cœur. J'avais pas les outils qu'il fallait pour faire les bons choix. Puis je continuais à couler. J'allais me noyer. Mais non. L'automne passé, j'ai décidé de me donner une nouvelle chance. Puis j'ai pris tout un virage. À l'âge de 15 ans, j'ai décidé de ne plus aller à l'école. Je ne pouvais pas progresser dans un environnement comme ça, puis j'ai choisi de continuer mes études d'une façon autonome au phare. Je consomme encore des drogues douces. Pour moi, c'est pas pire que prendre des médicaments pour ma santé mentale. Les drogues douces m'offrent au moins quelques moments de répit puis de rire. Des moments où les pensées noires s'éloignent. C'est ces moments-là qui me donnent raison de continuer à me battre. Pensez pas que je suis une dévergondée toujours sur le party. Je m'applique à mes études. J'ai des bons succès, des réussites. J'ai des ambitions. Plus tard, je vais avoir une carrière, une mari, des enfants. Je rêve d'une belle carrière. Puis je réaliserai ce rêve. Je me construis une nouvelle vie. Une vie où je suis heureuse le plus souvent possible. Je suis consciente des difficultés qui m'attendent. J'ai des grands défis à relever. Mais je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort. Pleurer sur mon passé. Je ne veux pas qu'on me prenne en pitié non plus. Mon passé a été difficile, mais ça me servira pour l'avenir. Ça me servira de me rappeler de mes limites. Ça me servira de guide. Je connais mon endurance. Puis malgré tout, j'ai confiance en la vie. Je me dis que la vie, c'est comme une balance. Alors si j'ai balancé longtemps du côté sombre, il est maintenant le temps que je balance du côté du soleil. Le vent tourne et puis des belles choses s'en viennent pour moi. Un jour, ça sera mon tour. Alors c'est fait. J'ai déballé mon enfer sur ces quelques lignes blanches. Ça me libère. Mais je les ai surtout fait pour les autres enfants qui passent à travers le même enfer présentement. Regardez tout autour de vous. Il y a des enfants brisés, frustrés, pleins de colère. Au lieu de les juger, de les accuser, regardez sur leur carapace et vous pourrez voir un cœur blessé. Au lieu de les punir, de les exclure, offrez-leur des opportunités pour qu'ils puissent se valoriser. C'est seulement à ce moment-là que vous participerez à bâtir une vie meilleure pour ces enfants-là. Une vie meilleure à l'école, une vie meilleure dans notre communauté. Vous pouvez faire la différence. Cette jeune demoiselle-là, je pense qu'elle vient de nous donner une leçon. Il faut tous se regarder
puis de dire, est-ce que je fais ce qu'il faut pour que mes enfants ne fassent pas d'intimidation aux autres de toutes les façons, aussi minimes que ce soit, de ne pas rien banaliser. Puis les professeurs, les directeurs d'école, les directeurs de districts scolaires, posez-vous la question si vous faisiez tout ce qu'il faut. Si le personnel fait tout ce qu'il faut pour pas que ça arrive et pour pas que ça continue. Parce que la seule raison pour que ça continue, c'est parce que c'est qu'on fait pas ce qu'il faut. C'était mon grain de sel. À la prochaine.